Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement content d'être avec vous cet après-midi pour animer cette conférence. Alors, on a un programme bien chargé parce qu'on a, on a la joie d'accueillir Teddy Herbeau d'Arago qui va nous raconter un petit peu comment on fait pour émerger parmi les concurrents, trouver des nouveaux clients et se faire connaître quand on est un nouvel acteur qui se lance sur un marché. Donc moi je fais partie de la Poste Pro. Je vais juste vous parler je vais mettre deux mots sur la Poste Pro et après je laisserai Teddy se présenter. Hop. Ah. Alors, quelques chiffres sur la Poste Pro. Nous on a 2 millions de clients actifs. On est présent dans tous les secteurs d'activité de nos clients. On est le premier réseau de proximité avec 17 000 points de contact. Et on a 1200 conseillers pro qui, au quotidien, accompagnent nos clients dirigeants de TPE. Alors, au-delà de nos deux marchés historiques qui sont le courrier et le colis, on accompagne nos clients donc, dans toutes les étapes de vie de l'entreprise. Quand ils se développent sur le e-commerce, on sera là avec les services de livraison les plus complets du marché. On sera là aussi quand ils voudront digitaliser leur administratif. Et on aura aussi des solutions pour leur faire des solutions d'outsourcing pour leur faire gagner du temps, comme la collecte et la remise ou même l'affranchissement pour eux. Voilà, j'ai trop parlé déjà, je laisse la parole à Teddy qui va se présenter et qui va présenter son activité. Eh bien, merci Pierre. En tout cas, je vais essayer, vaste sujet qu'on a aujourd'hui. Je vais peut-être d'abord commencer par présenter un peu la société que je représente aujourd'hui, même peut-être rapidement, mais je représente Arago. C'est une société qui existe depuis 2017 et qui un peu l'égide l'image de la FinTech. L'idée, c'était de pouvoir distribuer et concevoir des produits financiers qui étaient innovants. Les 4 fondateurs se sont posé la question qui peut en avoir besoin et qui est un peu à l'écart finalement de ces produits financiers. Il s'avère que les plus de 60 ans, les retraités, nos aînés sont un peu à l'écart de l'emprunt. Et il s'avère que c'est quand même une partie de la population qui, à plus de 70% aujourd'hui, est propriétaire d'un appartement ou d'immobilier. Et donc l'idée de base, c'était de pouvoir commencer avec un produit qui répond à cette cible, qui répond à ce besoin. Et on a monté le Prêt 60. Alors le Prêt 60, je ne vais pas trop vous en parler, c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais ça vous donne une idée. L'idée, c'était de pouvoir présenter un produit qui répond donc à partir de 60 ans à des gens qui ont sur le quotidien une retraite, un quotidien qui est un peu plus compliqué, qui ont besoin de liquidité mais qui sont propriétaires. Donc c'est un produit qui est sans mensualité, qui est facile à mettre en place et qui s'adosse non pas à vos revenus mais à votre bien immobilier. Donc on a monté ce produit avec beaucoup de spécificités très intéressantes et mon boulot aujourd'hui, c'est d'accompagner toute l'équipe à pouvoir promouvoir ce produit, à pouvoir aller contacter nos clients, puisqu'on a quand même une spécificité un peu particulière, c'est qu'on ne peut pas aller chercher directement le client, on ne peut pas faire du cold calling par exemple, on est dans un univers bancaire, donc c'est très cadré, notre produit il est encadré, et donc c'est un bon moyen justement en tant que marketeur de se poser des questions, d'essayer d'innover, de se dire ok, comment je vais pouvoir communiquer à ma cible qui a ma spécificité et qui n'est peut-être pas la vôtre aujourd'hui, mais en tout cas, la réflexion, c'est la même. Parfait. Merci Teddy. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va vous parler de marketing et de communication pour aller chercher des clients et se faire connaître. Alors, c'est quoi le média relationnel j'ai pas la bonne slide. C'est pas grave. Le média relationnel, c'est tout un ensemble de leviers. Ça peut être du mailing, du courrier adressé, du tractage, de l'emailing, du marketing direct, du phoning. Alors heureusement, on a un spécialiste qui va nous donner des astuces. Mais moi, j'ai une question, Teddy. Quand on lance une boîte, on est inconnu. Donc, comment on fait finalement pour un peu émerger et se faire connaître? Parce que on part de rien en fait. Eh ben, j'ai envie de vous donner un conseil qui n'est pas forcément peut-être intuitif pour le début, mais pour bien se faire connaître, il faut bien s'entourer.
Quand on commence, on a envie d'être partout, on a envie de tout faire, et on a envie généralement de le faire avec des moyens et peut-être des connaissances qu'on n'a pas. Et je pense que le premier levier, c'est de s'entourer correctement et de bien savoir sur quoi se faire aider en fait finalement. Quand on est un freelance, quand on est en une petite entreprise, on a envie tout de suite de faire le buzz, on a envie d'être connu, d'être plus connu que nos concurrents. Et malheureusement, c'est pas, je pense, forcément la bonne approche. La bonne approche, c'est de commencer à construire des éléments et du contenu qui va vous servir tout au long de la vie de l'entreprise. Donc la première étape, c'est de se faire accompagner sur, je pense, la conception et les outils qui vont vous permettre de perdurer dans le temps. Pour être connu et avoir de la notoriété, peut-être, c'est aussi de se dire de quoi j'ai besoin là tout de suite maintenant pour perdurer et de quoi j'ai besoin dans le temps. Et je vais dire peut-être quelque chose qui vous paraît être une contre-intuitif par rapport à mon discours du début, mais si pour avancer, j'ai besoin de faire un peu d'achat de médias parce que c'est quelque chose qui va être très rapide, je vais mettre 1 euro, je vais avoir un retour, et ben faites-le pour vous laisser le temps aussi derrière d'exister dans 3, 4 ou 5 mois et vous laisser le temps de construire vos éléments, j'allais dire, de contenu ou de médias qui vous permettront d'exister dans le temps. Est-ce qu'on doit avoir tout de suite ou tout acheter, parce que c'est aussi, ça coûte cher. Enfin, il faut un budget pour ça. Donc, est-ce qu'on doit, je sais pas, peut-être se fixer des objectifs et aller chercher les meilleurs leviers pour y répondre? Eh ben, encore une fois, ça va correspondre à votre entreprise, à la typologie de clients que vous allez avoir, mais non, n'allez pas tout chercher. C'est une grosse erreur qu'on fait tous. On veut être partout et plus le temps avance, plus dans le marketing, il y a de leviers différents. Je vais être sur les réseaux sociaux, je vais faire du SEO, du SEA, puis dans le SEA, il y a Facebook, et puis il y a Google, et puis il y a... Non, essayez un petit peu de cadrer les choses. Je pense que, encore une fois, c'est un conseil qui reviendra je pense pas mal de fois pendant la conférence, mais prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de vous dire, ok, ma cible elle est où, mon entreprise elle fait quoi, je vais démarrer par quoi. Il vaut mieux faire correctement une première chose, un premier levier. Par exemple, au début, vous avez besoin de clients très rapidement parce qu'il faut engranger de l'argent. Ok, je vais trouver le bon prestataire, le bon freelance pour m'accompagner en SEA. Je vais faire de l'achat média, je vais le faire correctement, je vais essayer de comprendre ma clientèle. Et puis surtout, je ne vais pas le faire avec tout mon budget. Je vais commencer petit à petit, je vais mesurer les choses, je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et en fonction de ces premiers retours, je vais avancer. Moi, clairement, quand j'ai commencé chez Arago, je ne suis pas allé mettre 100% de mon budget sur l'ensemble des leviers. J'ai commencé avec un levier. Déjà parce que je suis seul, parce que la ressource temps est aussi une ressource, la ressource motivation est aussi une ressource, et la ressource monétaire, on est une troisième. Et il faut savoir un petit peu mesurer ces éléments-là pour avancer petit à petit. N'essayez pas d'aller trop loin sur trop de sujets. Soit vous prendrez, et on en reparlera peut-être après, une trop grosse agence qui fera trop de choses pour vous et vous ne maîtriserez rien. Soit vous-même vous allez vous épuiser, soit vous allez faire effectivement peut-être des choses très bien ou très mal, mais vous n'aurez aucun moyen de les mesurer, aucun moyen de savoir ce qui fonctionne ou pire, ce qui ne fonctionne pas. Ton conseil, t'es dit, c'est de se faire accompagner quand on n'y connaît pas grand-chose. En fait, enfin, toi, tu t'y connais, c'est ton métier. Mais moi, je suis, je sais pas, e-commerçant. Je me lance sur la toile pour vendre ma marchandise. Comment je fais concrètement? Et je pense que déjà, c'est pas parce qu'on s'y connaît qu'on est expert en tout. Je pense qu'il faut savoir reconnaître aussi quand on n'a soit pas le temps, soit pas 100% des compétences à allouer à ce sujet. Moi, par exemple, sur l'achat média, j'apprécie me faire accompagner d'un freelance qui est soit meilleur que moi, soit qui a plus d'expérience sur la cible sur laquelle je travaille. Ça aussi, c'est bête à dire, mais quand on est entrepreneur, des fois, c'est compliqué de dire je suis pas sûr d'avoir le temps ou de savoir à 100% comment le faire. Donc peut-être la première chose, c'est avant de chercher ce fameux freelance ou cette fameuse personne qui va nous épauler, c'est peut-être de bien définir ce que vous voulez faire. Quels sont vos objectifs d'entreprise, quels sont les objectifs commerciaux et quels sont vos objectifs marketing. Et de comprendre que lorsque vous arrivez à faire matcher les trois, c'est mieux. Ce qui se passe souvent, alors peut-être pas dans le cadre des petites équipes, mais ça peut arriver, c'est que souvent on a des objectifs marketing, on a des objectifs sales, et puis ils vont pas dans le même sens. Alors peut-être la première chose avant de trouver avec qui travailler, mettez bien à plat les choses et soyez sûr de là où vous voulez aller, ou du moins sur un premier bloc dans un premier temps. Et après, c'est un peu, je pense, la question qui va venir derrière, mais comment je fais pour trouver un bon freelance ?
Déjà, à court terme, c'est un conseil qui va peut-être me valoir les foudres de mes anciens collègues d'agence, mais ne partez pas sur une trop grosse agence ou quelqu'un qui va tout vous faire. Parce qu'encore une fois, vous n'allez pas avoir de la visibilité sur tous les sujets, vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser. Prenez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà travaillé avec, qui a déjà fonctionné avec cette personne. Allez chercher des vrais retours sur les freelances et puis testez-les sur 1 mois, 2 mois. Prenez pas 1 an avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une relation, ça se construit, ça met du temps. Et dans les deux sens, il faut la tester. Si je comprends bien, en fait, les leviers marketing et de communication sont différents donc, en fonction des objectifs et du cycle de vie de l'entreprise. Je ne fais pas la même chose quand je me crée que quand je me développe ou quand je veux, je sais pas, je me lance sur une nouvelle activité. Tout est finalement, ça vient s'imbriquer, mais c'est pas, je peux pas faire tout pour tout, quoi. Oui. C'est ça. Effectivement, oui, en fonction de l'état de votre d'entreprise, que ce soit la création ou un moment de maturation un peu plus important, il y a quand même des leviers qui sont faits pour. On parlait de l'achat média tout à l'heure, on parlait du SEA. C'est vrai que c'est un média ici que je pense que beaucoup ont déjà utilisé parce qu'il est hyper concret. On a l'impression que c'est le meilleur parce que si j'ai bien fait mon travail, j'ai mis 1 euro, j'ai eu un lead et puis en plus, regarde, mon commercial, il l'a appelé, c'est un bon lead, c'est un mauvais lead. Ça, c'est très bien pour la création. Ça permet de mettre un peu d'essence dans la machine. Ça permet de vous constituer une première base de clients, une première base de travail, base que vous allez pouvoir faire évoluer, qui peut tout de suite être une base commerciale. Là où le travail du SEO, du référencement naturel, qui est un travail qui demande du temps pour être fait, du temps pour être mis en place et du temps pour fonctionner, on a tendance en tant que freelance ou en tant que petite boîte à se dire c'est pas pour moi, ça coûte trop cher, ce sera bien plus tard. Moi, je pense qu'il faut faire les deux un peu de manière parallèle et se dire le SEA, quand c'est bien fait, ça va me permettre de démarrer mon activité, mais tout de suite, il faut engranger sur ce qu'on se disait au début, c'est les éléments de contenu qui vont durer dans le temps. Et le SEO, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois que c'est bien fait, même quand vous mettez plus d'argent, ça continue. Le SEA, demain, ma carte bancaire, elle plante, j'ai plus d'argent le vendredi, le vendredi, j'ai plus de leads. Alors, je peux peut-être travailler sur la base des leads que j'ai, et ça, c'est peut-être la troisième étape, c'est la partie de fidélisation. C'est qu'une fois que j'ai créé ma base, que je fais venir des gens régulièrement sans payer, et que je dirais que ces clients sont plus ou moins des intentionnistes, je vais pouvoir aller après les nurturer, faire de la fidélisation dessus, et peut-être demain les transformer en vrais intentionnistes. Mais les sujets peuvent se chevaucher en fonction de est-ce que vous démarrez ou non l'entreprise. Par contre, ne mettez pas, de côté des choses qui ont la sensation, vous pouvez avoir la sensation que ça va fonctionner plus tard ou dans trop longtemps. Et le SEO, c'est souvent le cas. C'est un peu la part pauvre. C'est peu compris. Ça met beaucoup de temps à être mis en place. Si je peux vous donner un exemple, on a commencé à mettre en place notre stratégie SEO il y a à peu près 4-5 mois chez Arago. Elle est vraiment lancée et elle fonctionne avec des premiers retours maintenant, en septembre. Et j'envisage de me dire que ma routine fonctionnera à M+12. En juin prochain, j'aurai tout mon travail, tout ce que j'aurai fait pendant ces 3-4 mois là, cette année, ça aura vraiment de la valeur dans 10 mois. Alors c'est sûr, quand on démarre, si je tiens ce discours en tant que petite entreprise, ça paraît long. Alors c'est pour ça qu'il faut le faire très tôt, il ne faut pas l'oublier, et qu'il faut se servir peut-être d'un autre levier un petit peu plus rapide, un peu plus intentionniste, comme l'achat média, les leviers d'achat média, pour pouvoir peut-être générer un peu de clients et permettre peut-être le SEO par la seconde occasion. D'accord. Après, moi, j'ai toujours en tête que on fait venir beaucoup d'intentionnistes qui recherchent peut-être du prix avec du SIA, un peu la bonne affaire. Et finalement, ce que tu disais, c'est avec mon SEO, ma stratégie de contenu, mon nurturing, en fait, je vais plutôt travailler une base saine qui viendra d'elle-même. Donc, au final, ça prend peut-être du temps, peut-être un peu plus de moyens et d'engagement, mais au final, c'est plus rentable. Oui, c'est vrai que pour le coup, j'ai longtemps été très 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 proche du marketing relationnel, du SEO, beaucoup plus que du SEA, parce que le SEA a ce côté un petit peu commercial, cold calling, vous allez chercher des personnes directement et une chance sur deux que ce soit un intentionniste, si ça l'est pas, vous l'avez payé pour rien, alors que regardez,
quelqu'un qui est dans un programme relationnel à qui vous allez parler régulièrement, il va commencer à connaître votre marque, il va la mettre dans sa tête, commencer à identifier que vous répondez à tel besoin et que toutes les semaines vous lui envoyez une communication. Oui, à terme, il est beaucoup plus sain et beaucoup moins cher de travailler une base qu'on a déjà que d'aller chercher une nouvelle base. Ça, c'est un truc qui reviendra toujours, vous le verrez marqué partout sur Internet. Ça vous coûte toujours moins cher de travailler les gens que vous avez déjà dans votre base que d'aller en payer d'autres. Cependant, le SEA, quand c'est bien foutu, quand vous avez travaillé vos messages, quand vous commencez à itérer, à tester sur des cibles, ça peut avoir, ou ça peut vous servir justement aussi à ça en premier point d'entrée. Toutes les campagnes ne se valent pas. On dit souvent, et moi je le vois en tout cas sur les taux de conversion que j'ai, toutes les campagnes de search, donc c'est des campagnes qui vont être finalement adossées à une recherche, à un écrit, une vraie intention, on a déjà des intentionnistes. Donc effectivement, on a moins de déperdition, on a peut-être des leads un peu plus de qualité par rapport à de la performance max ou de la demande gen qui sont des éléments publicitaires qu'on a un peu plus display, qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Le search a quand même ce côté, j'ai eu ce résultat parce que j'ai correctement posé une question et que j'apparais un peu en top recherche finalement, comme une recherche Google traditionnelle. Donc je pense qu'il faut s'aider des deux. De toute façon, il est quand même assez rare, si vous ne jouissiez pas d'une marque qui existe déjà et qui est déjà très forte, ou si vous n'êtes pas adossé à, par exemple, La Poste, c'est rare de ramener avec de l'inbound ou des formulaires directement des leads. Il va bien falloir commencer à les travailler quelque part. Et c'est vrai que le SEA a quand même cette facilité de démarrage quand vous êtes en B2C notamment, parce que si vous êtes en B2B, il y a plein d'astuces différentes que vous avez le droit légalement de faire. Merci la RGPD, la CNIL, où là vous allez pouvoir scraper, vous allez pouvoir automatiser des choses business to business qu'on ne peut pas faire en B2C. Et c'est là où quand même le SEA a cet avantage de ok, ça me permet de démarrer par quelque part, ça me permet de constituer une base. Et je saute un peu la question, mais parce que c'est lié. Si vous voulez durer dans le temps, utilisez des outils qui vous permettent de gérer ces bases, de les classer, de les trier, de voir ce qu'écrivent vos commerciaux sur vos clients, de connaître les clients. Un bon CRM, c'est quand même la base, c'est la base. Et sans ça, c'est juste de la donnée qui se balade, que vous n'allez pas réutiliser et qui vous aura coûté très très cher et qui vous coûtera très très cher à remettre en forme par la suite. Ça tombe bien, tu dis ça coûte très très cher, mais ça coûte combien? Et surtout, comment tu mesures l'efficacité de tes campagnes? Parce que quand tu reçois un courrier, bon, après on sait que les gens, quand ils reçoivent un courrier, généralement ils vont après dans le magasin, 3 fois sur 4. Quand tu reçois un email, parfois tu ne l'ouvres pas. Comment tu mesures ça? Je sais pas, tu mets des QR codes, c'est quoi tes techniques? C'est marrant, je pense qu'en marketing, en 15 ans, la question du chiffre, c'est un bon ou c'est un mauvais chiffre, alors c'est la question qui revient à chaque fois et à laquelle je réponds toujours la même chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffre, sans faire de parallèle avec un film. Il faut se poser la question de, pour moi, et pas par rapport à mes concurrents, pas par rapport aux autres, c'est quoi mon point de référence? Ce que je vous invite à tous faire, c'est qu'avant de calculer si vous êtes bon ou mauvais sur un chiffre, si ça a fonctionné ou pas fonctionné, ayez un zéro. Ayez votre zéro sur n'importe quel sujet. Si c'est de l'email, essayez d'abord d'avoir une base clean et d'envoyer un premier email sur votre bonne cible, ou du moins une cible que vous pensez intentionniste, pour vous dire ok, ma référence elle est de temps. Une fois que vous avez votre référence, c'est facile de dire est-ce que je suis au-dessus, est-ce que je suis en dessous, est-ce que je suis stable, est-ce qu'il y a un lien avec les jours, est-ce qu'il y a un lien avec les saisons. Trop de personnes essayent de se dire c'est bien, pas bien, oh regarde, j'ai un taux d'ouverture de 10%, de 20%, de 30%, c'est bien, c'est pas bien. Par expérience, oui, si moi qui ai envoyé beaucoup d'emails, je vais te dire, en fonction de tous les clients que j'ai eus, oui, je vois qu'on a tel ou tel taux. La réalité, c'est que si avant vous aviez 5% d'ouverture, ou vous aviez 5 clients par jour, et que demain vous en avez 10, là je peux dire que vous avez fait x2, et je peux vous dire que c'est bien. 10 clients par jour pour une marque n'est pas un bon chiffre, et pour une autre c'est un très bon chiffre. Donc vraiment j'insiste sur cette notion de calculer votre référence. Concernant les coûts, soyez mesurés aussi. Et encore une fois, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est jusqu'à combien ça vaut le coup d'investir entre un lead et un lead, j'allais dire, qualifié. Plus ça va être cher, plus derrière vous avez intérêt d'avoir un produit qui se revend cher et d'avoir le moins possible de coûts finalement pour avoir ce lead et pour le revendre. Donc essayez quand même au début des petits budgets. Mettez 10, 20, 30 euros par jour. Il n'y a pas besoin de mettre 1000 euros par jour sur Google Ads pour commencer à avoir des résultats. Et surtout, pour avoir une vision et un coût réel,
regardez l'ensemble de votre funnel. Tout à l'heure, je parlais de vision commerciale et de vision marketing. Alors, il y a un terme un peu galvaudé qui me fait rire maintenant, c'est le marketing, c'est les sales et le marketing. En gros, c'est quand les deux ne font plus qu'un et ça a du sens. Regardez votre funnel en entier, regardez votre funnel de l'awareness, du tout début de la notoriété jusqu'à l'optimisation du revenu et le commercial qui est passé entre les deux. C'est pas qu'un levier, qu'un bout finalement qui est bon ou qui est pas bon. C'est plutôt un ensemble de petites choses qui fait qu'à la fin vous allez optimiser. Et finalement, si je devais suivre moi qu'un seul KPI, ce serait le taux de conversion. C'est de se rendre compte sur les milliers de personnes que je ramène, combien arrivent à être au moins convertis en clients. Je pense que c'est un peu une North Star métrique qui est un peu facile dans le cas où vous ramenez du lead et vous faites de la transformation. Quand c'est sur du e-commerce, ce sera peut-être un autre KPI important. Et tout ça pour dire, encore une fois, votre KPI la plus importante, c'est celle de votre entreprise, selon vos objectifs. Celle que je vous ai donnée là, ce ne sera peut-être pas la vôtre. Peut-être que vous, c'est le nombre de clients qui vont revenir parce que vous êtes avec un système d'abonnement. Peut-être que ça va être le fait d'engranger des gens sur un webinaire, j'en sais rien, mais essayez de trouver dans tous les KPI que vous suivez, finalement de vous poser la question, et si je ne devais en garder plus qu'un? Et une fois que vous en avez plus qu'un et que vous regardez combien vous mettez par jour et combien vous vendez ce produit, petit à petit vous allez pouvoir lisser et avoir une vraie vision de est-ce que c'est trop cher, pas cher, est-ce que je suis dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On n'a pas parlé de ciblage. Quand vous avez lancé Arago, donc j'ai bien compris que c'était un prêt pour les seniors, dans les plus de 60 ans. Comment on les trouve, ces gens-là? Est-ce qu'on fait de la pub dans les revues pour seniors? Est-ce qu'on achète des bases de données? Des gens qui ont telle ou telle activité? Comment on fait concrètement? C'est pas forcément bête cette idée de faire de la revue spécialisée. La notoriété, ça se travaille, hein, c'est un des leviers. Tout à l'heure, je parlais d'awareness. C'est vrai que c'est un peu le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il faut d'abord qu'on soit dans la tête des gens. Et quand on fait du ciblage, l'idée, c'est qu'en fonction de votre objectif, de votre entreprise, de ce que vous voulez faire, il va y avoir des ciblages plus ou moins fins qui ne vont pas avoir les mêmes objectifs. Alors oui, si demain j'ai envie que la marque commence à être connue auprès des seniors, et je peux par exemple, comme ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, apparaître dans le magazine Pleine Vie, parce que c'est un magazine affinitaire sur notre tranche, et ça me permet d'être présent au bon endroit, un peu au bon moment. Mais ça peut être aussi de commencer à faire des campagnes médias sur des mots-clés qui correspondent à votre entreprise, à votre secteur de marché, et de tester plusieurs comportements. Donc vous pouvez avoir le tout bête, le socio-démographique, le comportemental, est-ce qu'il a visité tel site, est-ce qu'il a telle passion, est-ce qu'il a tel âge. Vous pouvez aller chercher aussi des gens un peu par ricochet. Si vous voulez toucher des seniors de plus de 70 ans, essayez peut-être de toucher les enfants. Et donc d'aller chercher comme ça des ciblages qui sont un peu plus intelligents ou un peu différents. Par contre, si vous allez chercher les enfants de ces seniors, peut-être que le travail commercial, le discours commercial, il sera à travailler aussi. Oui. Donc de même manière qu'un ciblage optimisé et intelligent doit être fait, le même discours, les mêmes outils de communication doivent être donnés sur l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise. Donc il faut aussi, je pense, dans le ciblage, ne pas voir trop gros. Ça, c'est une erreur que je pense qu'on fait tous. On se dit, écoute, j'ai scrappé les 10 000 entreprises de Paris qui correspondent à mon sujet. Je vais leur envoyer un email et je vais avoir plein de réponses. Non, ça ne fonctionne pas parce que vous ne maîtrisez pas votre ciblage. Vous ne savez pas qui est à l'intérieur. Vous n'avez pas réfléchi le message. On se doute bien que sur 10 000 personnes, ce n'est pas le même message pour tout le monde. Ce n'est pas juste de changer le nom et prénom qui va... Bien que ça joue un petit peu, mais c'est pas ça qui va finalement tout changer. Donc essayez de voir des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus mesurables. Il y a pas mal de stats qui disent qu'au-dessus de 100 emails en même temps, c'est la dégringolade et vous n'arrivez plus à suivre. Faites-vous toujours cette idée, combien de temps je vais mettre à regarder 100 retours clients vs 10 000 retours clients. Il y en a un qui est gérable par une ou deux personnes, il y en a un qui n'est pas du tout gérable. Le temps que je regarde les résultats de ces ciblages, la campagne elle est passée, j'en ai rien fait, j'ai rien appris. Donc essayez d'être au plus proche de vos utilisateurs, essayez de les connaître,
connaître leurs habitudes et surtout de vous adapter, en fait, de ne pas toujours faire la même chose. J'aurais une dernière question, Teddy, et après on laissera une séquence de questions-réponses avec la salle. On parle beaucoup d'IA. Qu'est-ce que ça va changer, l'IA, concrètement? Parce qu'on connaît tous ChatGPT, on nous dit que bientôt on verra des métiers disparaître, notamment dans la communication, que tout se fera automatiquement, mais en termes d'acquisition marketing, est-ce que l'IA va nous aider à être plus fin? Enfin, tu parlais, j'ai noté tous tes bons conseils parce que je vais l'utiliser. Ciblage fin, se comparer, se donner des objectifs, faire du test and learn. Qu'est-ce que l'IA va faire pour m'aider demain? Je pense qu'elle va vous aider à faire tout ça, mais juste beaucoup plus rapidement. On parlait de temps et de ressources tout à l'heure, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, on n'a pas forcément beaucoup de personnes, on n'a pas forcément beaucoup de temps, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Et je répète pas mal de prendre le temps en amont, de réfléchir, d'avoir une bonne stratégie. Et souvent on me dit, mais moi j'ai pas le temps de faire ça en fait. J'ai pas le temps de passer 3 jours à faire une plateforme de marque, à me faire épauler d'une agence RP parce que je sais pas quel discours, et puis quand il faut que j'écrive un texte, je sais pas le faire. Justement, l'IA va vous permettre, je pense, d'avoir le temps de faire ça. Vous ne savez pas analyser vos données, l'IA va vous permettre d'analyser peut-être un peu plus rapidement des gros batchs de données. Vous n'avez pas le temps et pour écrire un mail, ça va peut-être vous faire un premier jet en rédaction. Ça va vous permettre d'automatiser certaines choses. Moi, je vois l'IA aujourd'hui comme un outil supplémentaire. Il va nous voler notre travail, on n'aura plus de boulot. Moi, j'y crois pas, ça fait 15 ans que je suis dedans, j'ai commencé en tant que graphiste. J'utilisais des logiciels qui n'ont plus le même nom aujourd'hui et qui pourtant sont encore sur le marché, qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités. C'est juste qu'il faut savoir s'adapter et utiliser ces outils pour justement passer le temps, le cerveau disponible qu'on a à faire des choses qui sont importantes et qui créent de la valeur. Aujourd'hui, je préfère passer du temps à réfléchir à un message qu'à paramétrer une campagne. Alors c'est utile de paramétrer une campagne, mais il y a 10 ans, pour diviser une base de données en 2, ça prenait 1 heure et c'était très chiant. Aujourd'hui, en 2 clics, sans même que je puisse le voir, ça se fait. Donc l'IA aujourd'hui, pour moi, faut le voir comme un accélérateur sur les tâches qui peut-être ne sont pas les plus importantes au fond, qui ne créent pas le plus de valeur, mais qui ont quand même besoin d'être faites. Et peut-être que ça peut apporter un dernier point, et c'est un point que j'ai pas dit tout à l'heure. Je parlais de CRM et je disais de surtout vous adosser des bons outils pour démarrer. L'IA peut vous aider à aussi autre chose, c'est la gestion de projet et la documentation. Aujourd'hui, quand on avance et quand on est une entreprise jeune et qu'on fait plein de choses, on ne note pas, on ne met pas ses process de côté, on ne s'organise pas, et au bout d'un moment, on parlait de toutes les petites tâches là qu'on a à faire, on est complètement débordé. Je vous invite à vous faire violence dès le début et de faire violence à vos équipes, vos collaborateurs. Mettez en place un outil de gestion de projet comme Asana. Il n'y a pas de partenariat, mais utilisez, je sais pas, Notion pour faire votre documentation. Comme ça, demain, dès que vous allez commencer à travailler, vous allez pouvoir répliquer ce que vous faites. Vous allez pouvoir chercher dans votre tête, finalement, parce que ce sera écrit. Et grâce à l'IA, parce qu'aujourd'hui, les outils de gestion de projet sont super bien foutus, vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir ressortir des données, vous allez pouvoir retrouver des idées. Pourquoi pas retrouver des factures, faire des calculs, savoir combien d'emails vous avez envoyés. En tout cas, plus vous allez documenter tout votre travail en marketing, en communication, puis en commerce, plus avec l'IA, demain, il sera facile de réutiliser cette donnée et d'en faire finalement de l'analyse comme si vous regardiez votre base de données client. Ouais, ok. Super. Merci Teddy. Alors, on a prévu 15 bonnes minutes, parce que on a la chance d'avoir Teddy, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Généralement, c'est la première la plus difficile, après ça s'enchaîne. Donc allez-y. Ah, on a une question. Ouais, c'est une bonne question. Par quoi j'ai commencé ? Déjà, la première chose, j'ai tout mis à plat.
Quand tu arrives dans une entreprise, et c'était un peu le cas chez Arago, la partie marketing et communication, c'était pas forcément la partie qui était la plus développée, donc il fallait déjà un peu tout remettre au même endroit. Et donc la première chose que j'ai faite, j'ai pris un outil de gestion de projet. J'ai tout mis dedans. J'ai pris Asana parce que je le connais bien. Et je me suis fait un espèce de funnel pour me dire, ok, l'ensemble du funnel, c'est quoi en fait chez Arago? Les commerciaux, ils sont où? Le site, il est où? Et il y a besoin de quoi? Puis j'ai commencé à lister tout bêtement un peu tous les manques, si tu veux, à chaque étape du funnel. Peut-être que tu connais, mais le Pirate Funnel, la méthode AR, je t'invite à regarder. C'est assez bien foutu pour commencer. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, ok, l'entreprise, elle a besoin de quoi? L'entreprise, elle a besoin de leads rapidement parce qu'on a des commerciaux, ils ont besoin d'être occupés, on a besoin de connaître des choses sur les clients. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, même si c'est pas forcément le levier que je préfère, le levier le plus rapide pour déclencher avec 1 euro mis un client, pour avoir un retour comme d'un commercial ou d'un conseiller, c'est le SEA. Donc j'ai commencé à faire une première campagne en SEA avec un petit budget. Donc on a fait de la performance max, puis après j'ai fait du search, puis après j'ai fait de la demande gen, puis après j'ai fait un peu de Facebook parce que je me suis dit, bon, ma cible elle est quand même aussi présente sur Meta, les seniors sont très présents sur Meta. Puis j'ai fait 1 mois de test, 2 mois de test, et j'ai changé plusieurs fois mes campagnes, j'ai laissé à Google le temps d'apprendre. Et surtout, je me suis fait épauler d'un freelance pour justement mettre en place les campagnes. Pas pour la partie de réflexion, mais pour la partie vraiment mise en place. Parce que justement, pendant que lui faisait ça, j'avais le temps de me préoccuper du contenu, du site internet, et de me dire, ok, aujourd'hui, le site est plus une plaquette. J'ai envie que ce soit un hub, un élément vraiment où tous les contenus pédagogiques autour de mathématiques puissent être agrégés. Donc j'ai commencé à travailler dessus, on a commencé à mettre en place la stratégie SEO. Et quand on passe d'un site de 3 pages à un site de 60 pages, entre faire les templates, trouver un graphiste, faire les allers-retours, écrire les contenus, les mettre en page, les intégrer, les vérifier, faire la partie technique, hop, on décale sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, on vient de terminer, on a fait 50 ou 60 nouvelles pages sur le site en 2 mois, en étant 2-3, donc c'est quand même assez mesuré en termes de ressources. Et le fait de faire petit à petit, comme ça, 5 pages par 5 pages, de regarder comment aussi, ça c'est la partie un peu plus UX, mais de regarder comment tes utilisateurs vont sur ton site, on optimise les pages, et puis petit à petit, on a de plus en plus de personnes qui viennent de manière naturelle sur le site. Donc on peut se poser la question, est-ce que j'augmente mes budgets de SEA? Est-ce que je les baisse? Est-ce que ça compense ou non? Et en parallèle, un point auquel on n'a pas parlé, mais qui est hyper important et qui prend aussi beaucoup de temps, c'est agréger ces données. Ça, c'est un sujet, et je vous invite aussi à vous faire accompagner parce que les agrégats de données, surtout qu'avec la RGPD aujourd'hui, la CNIL, etc., il y a plein de problématiques sur le sujet, mais avoir un hub où clairement vous avez des jolis templates, où vous savez combien il y a de personnes qui viennent, où est-ce qu'ils ont cliqué, vous avez bien paramétré tout votre site internet pour savoir, tiens, quand je clique sur ce formulaire-là, ça s'appelle formulaire 1, et pas formulaire blablabla et je ne le retrouve pas. Agréger correctement ces données, ça fera beaucoup de travail comme le SEO au début. Par contre, une fois que c'est fait, si on vous demande, tiens, au mois d'août, on a fait combien de visiteurs sur cette page-là et quel taux de conversion, vous ne perdez pas 1h30 à tout calculer à la main et tout est au même endroit. Alors il le fait, mais tout n'est pas fait naturellement et tu ne peux pas suivre par exemple tes utilisateurs qui n'ont pas sélectionné tes cookies. À toi de mettre en place un bandeau cookie efficace, de pouvoir les suivre, avec Acceptio par exemple. Et après, tous les événements, à toi aussi de les paramétrer pour correctement suivre tes utilisateurs dans ton funnel. Analytics est un des outils que tu peux utiliser. Après, en fonction avec qui tu bosses, il y a des modèles de données qui sont plus ou moins bien foutus. Ce qui est intéressant aussi après, c'est de faire le parallèle avec le SEO, tes objectifs SEO, et de voir entre là où tu veux te positionner et là où tu te positionnes, un peu la différence, l'overlap entre les deux. Pas de questions? Ah, si, on a une question. C'est peut-être pour comprendre quel est le lien entre la Poste et les entrepreneurs, et quand on est jeune entrepreneur, on lance son entreprise et voilà, on veut se distinguer de la concurrence et se démarquer. Comment est-ce qu'on peut se faire accompagner par la Poste? Alors, à la Poste, on a des outils effectivement pour les créateurs d'entreprises qui vont permettre
de se faire connaître. Donc on peut louer des bases de données avec la Poste. La Poste en a la plus grosse base de données d'adresses postales et d'email et d'emailing en France. Donc si moi je crée ma boîte et je veux cibler ma zone de chalandise à 5 km de mon local professionnel, ça je peux le faire avec la Poste. Voilà. Et la Poste, on pourra aussi faire tous les livrables. On pourra faire les emailing, les mailings, les leaflets, enfin tout ce que l'on peut donner à vos clients, et on pourra les distribuer. Voilà, grâce à nos réseaux de facteurs et d'expéditeurs. Donc en fait, on a une solution assez complète pour permettre aux gens d'émerger. Et tu parlais aussi tout à l'heure des sites internet. On peut référencer les sites internet. Vous savez, la petite carte d'identité sur Google, là, je suis ouvert de telle heure à telle heure. Voilà, exactement. Donc ça, nous, on la met à jour pour nos clients. Voilà. On a plein de petites solutions pour les aider au quotidien, pour se faire connaître. Bon, on n'est pas autant expert que Teddy, mais on a des solutions clés en main pour que les gens puissent se lancer assez librement et assez naturellement. Et surtout penser à tout. Tu parlais de la petite Google Business. C'est un peu con, mais combien de boîtes combien d'entreprises oublient de mettre à jour correctement les horaires d'ouverture, les photos, les avis. Il y a tellement de points en fait de contact, et je pense que c'est ça qui est intéressant avec la Poste, c'est que le nombre de leviers, le nombre de points de contact aujourd'hui, il est incommensurable en marketing, en communication. On n'a presque pas parlé de RP ensemble, on n'a pas parlé de médias plus traditionnels, on n'a pas parlé effectivement beaucoup et si je faisais du papier en local, parce que ça peut avoir du sens par rapport à ma cible. C'est vrai que la Poste, je pense que ça permet de tout toucher un petit peu dès le début, et quand on démarre, c'est un bon moyen de se faire accompagner par quelqu'un qui est expert de la localité. Je pense que la Poste, là-dessus est pas mal. C'est vrai qu'on a... Puis après, je vais arrêter de faire la pub pour la Poste, parce que c'est pas l'objet. Mais on n'a pas encore conscience de la valeur du courrier, la valeur du papier. Quand toi, tu reçois un courrier chez toi, tu es content. Enfin, voilà, tu ne reçois pas tous les jours, tu vas le garder, tu vas le montrer à ton conjoint. Enfin, tes enfants, ils vont peut-être... voilà. Et ça a de la valeur, ça. C'est pas comme un email qu'on reçoit, on l'ouvre, on l'ouvre pas, on le met tout de suite dans la corbeille. Le papier a de la valeur. Et nous, quand on étudie un peu les usages de nos clients, on voit que quand ils reçoivent un courrier, ils le lisent, et généralement, ils vont après en boutique. Bon, après, il faut que ça soit intéressant, que le commerçant fasse une promo, enfin, je sais pas, quelque chose qui va capter l'attention, mais c'est un super déclencheur pour faire venir des gens dans leur boutique. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les décisions d'achat se font à la maison. Quand je veux acheter une nouvelle voiture, une nouvelle montre, c'est pas au bureau que je vais en discuter avec mes collègues, c'est à la maison avec ma femme, tout ça. Donc finalement, tout ce que l'on envoie dans la maison va contribuer à faire maturer l'achat. Et donc plus j'envoie de choses dans la maison, plus j'envoie de courrier, plus ça permet de faciliter la com. Voilà. Je pense qu'il faut trouver un bon moyen de mixer les différents leviers. On n'a pas beaucoup parlé de digital, mais... Ouais. Oui. Je voulais juste revenir, s'il vous plaît, sur la base de données La Poste. Est-ce que c'est une base de données B2B ou B2C ? C'est les deux. Les deux. Vous avez les deux, ouais, donc, les deux, ouais. Et on peut vraiment affiner en fonction de l'âge, de la fonction. Exact. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Oui. Bonjour, j'ai un projet de tourisme gastronomique pour francophones en Espagne. Et ma cible, ce sont les retraités actifs. Peux-tu me réexpliquer à nouveau comment tu captes tes clients ? Alors, notre première méthode, elle est toute bête. C'est d'aller sur Google Ads, de faire une campagne sur un des leviers qui t'intéresse, par exemple de le faire de la search, d'aller chercher les mots-clés ou les intentions de recherche de tes utilisateurs et de te positionner sur cette recherche pour apparaître soit en search, donc en texte finalement dans les intentions de recherche, soit d'aller travailler de la publicité fixe ou vidéo, donc de l'image, sur tes cibles. Alors, tu viens déjà d'en dire un petit peu, toi tu cherches des gens qui ont plus de tel âge, qui ont telles peut-être affinités, alors les gens qui 50, oui, c'est moyenne de...
chercher dans les gastros, peut-être qu'il faut aller chercher tous les gens qui vont apprécier la food, mais de manière un peu globale. Ce qui est intéressant quand tu fais un ciblage, c'est de réfléchir comme tes utilisateurs et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils aiment d'autres ou qu'est-ce qu'ils font d'autres pour arriver finalement à toi. Et un autre constat que je fais, c'est que le marketing offline fonctionne toujours. Par exemple, ils se font souvent des recommandations entre eux, entre amis. La fidélisation, alors il y a deux sujets dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant, c'est la répétition, ce que disait Pierre. Plus tu as de la répétition dans ton plan de communication, c'est-à-dire si tu as envoyé un email au bon moment, que la publicité est apparue sur le bon service et que finalement dans sa boîte aux lettres, il a eu ton flyer juste après tout ça, la répétition fera que le message il sera plus important et que la décision en famille, elle se fera peut-être plus aisément. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question, excuse-moi. Marketing offline, oui, ça fonctionne toujours. Et la recommandation, la partie fidélisation, les programmes d'ambassadora, surtout chez les retraités où ils ont du temps, aller leur proposer si tu ramènes quelqu'un, on t'offre quelque chose, recommande. Ils sont très très friands de ça. Alors c'est sûr, moi je dis toujours que si on gagne quelque chose, il faut offrir quelque chose, mais ils sont souvent friands. Et même dans les micro-influenceurs, aller chercher, tu vois, dans la food, moi j'avais le cas il y a quelques années avec Francine, donc la farine Francine. On avait fait une reco en disant, mais allez pas chercher les Philippe Etchebest et toutes les énormes cuistots, allez chercher Mamie Martine qui a un Instagram avec 10 000 personnes et qui partage tous les jours des recettes ou les sujets qui l'intéressent. Là, tu vas peut-être toucher moins de personnes, mais des gens beaucoup plus ciblés, beaucoup plus qualitatifs. Et je pense que dans la food notamment, la micro-influence, donc la reco, mais un petit peu cachée finalement, c'est un bon sujet et c'est un bon moyen en plus quand tu débutes d'aller chercher des gens qui te coûtent pas excessivement cher et qui en plus ont un peu ce côté de vérité, c'est-à-dire de valeur. Je vais plus facilement pas voir la pub ou moins sentir qu'on me fait une pub forcée si c'est ma petite Mamie Martine sur Insta que Philippe Etchebest en 4x3 dans le métro. Il y a un côté de vérité qui est assez sympa, je trouve. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de buzz, mais on a fait une étude l'année dernière et on s'est rendu compte qu'on aimait bien partager en fait les bons plans. Et donc, un Français sur deux va partager un bon plan à son entourage. Donc, effectivement, ça peut être un bon moyen, le offline, de faire venir des nouveaux clients. Peut-être une dernière question ? Non. Moi, j'ai une question, Teddy. Tu nous as beaucoup donné d'astuces, c'était top. Est-ce que tu aurais un piège à éviter ? En dernier mot, est-ce qu'il y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire ? Un truc qu'il ne faut surtout pas faire. J'en ai 50 en tête, mais je vais oser me répéter. Mettez pas trop d'argent sur trop de choses dès le début. Vraiment. Prenez le temps de pouvoir mesurer tout ce que vous faites et de vous dire si j'ai mis 100 € sur tel levier à tel moment, c'est parce que je voulais le faire pour telle raison et que je peux analyser si j'ai eu raison ou si j'ai tort. Votre plus grosse erreur, ce sera de trop mettre et de trop en faire ou de pas oser. Et là, je vais un peu à contre-pied de ce que je viens de dire, mais parce que je l'ai vécu souvent. Il vaut mieux de temps en temps y aller fort et y croire au début, plutôt que d'essayer de trop lisser non plus les choses sur plusieurs années. J'ai vécu le cas dans beaucoup d'entreprises où une fois qu'on avait fait tout le bon travail qu'on a dit ensemble, j'ai mon contenu, j'ai mes éléments, j'y crois, j'ai une plateforme de marque, j'ai un bon produit. Vous voulez aller contacter les 10 Mamie Martine d'Instagram, y croire, et vous avez un vrai programme d'ambassadora auprès de micro-influenceurs. Et c'est maintenant que ça va vous coûter de l'argent parce que c'est maintenant qu'il faut frapper fort, il faut y croire. Ayez des convictions. Ayez des convictions et faites-le parce que c'est pas quand votre produit fera plus d'argent, que vous serez sur le déclin, que en tout cas vous hésiterez à investir à ce moment-là. Alors que quand vous avez tout bien fait, que vous avez pris le temps de mesurer, que vous savez à qui parler, une fois que vous avez des convictions, vous avez des intentions et qu'elles sont vérifiées et vérifiables et que vous acceptez de vous tromper aussi. Ça, c'est le plus dur quand on connaît son produit. On est toujours sûr de soi. C'est mon produit, c'est moi qui l'ai écrit, donc je suis sûr de ce que je dis. Vous n'êtes pas vos utilisateurs, donc n'hésitez pas, ayez des convictions. Et puis quand on vous montre que vous avez tort,
itérer, recommencer et puis continuer comme ça. Super. Merci Teddy. Merci Pierre. Merci. Merci. Merci.